Ils viennent de bouffer aussi Forvia, c'est une énorme usine de construction automobile. Et là, ils ont bouffé, ils ont mangé Chemwan il y a quelques années. Donc en 2021, ils arrivent, la boîte va bien, l'usine. C'est une usine vraiment leader mondial de la chimie, le leader de PVC et de la soude, d'accord, 1500 salariés. La dette était à 10 millions d'euros. Quand le fonds arrive, ça explose à 700 millions d'euros, la dette. Donc on est passé de 10 à 700 millions d'euros. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est une technique de prédation qui s'appelle le LBO et qui est hyper classique. C'est devenu le mantra de ces fonds d'investissement. En fait, aujourd'hui, une très grosse partie des boîtes reprises, maintenant, c'est sous forme de LBO. C'est quoi ce fameux LBO ? Il faut que tout le monde comprenne. En fait, le fonds, il n'a pas lui-même l'argent. Il emprunte avec une énorme dette. Il emprunte pour pouvoir acheter la boîte. D'accord ? Mais la dette, qui la paye ? C'est la boîte qui la paye. C'est la boîte. Voilà. Et donc, c'est comme ça que Chemwan se retrouve de 10 à 700 millions d'euros de dette. Donc, c'est dingue. C'est-à-dire que le fonds n'achète pas avec son propre argent. Par contre, donc avec une dette, et ils font payer la dette à l'entreprise elle-même, donc aux salariés. Parce qu'en vérité, la valeur de l'entreprise, elle est créée par qui ? Par les salariés. Ouais. C'est eux qui font le travail. Bruno Le Maire assume parfaitement tout ce qui a été fait. Et le pantouflage, oui, il est très gêné, puisque je lui ai dit... en vrai, il y a je ne sais combien de directeurs généraux de Bercy qui sont maintenant des responsables de fonds d'investissement. Je ne sais combien de directeurs de cabinets ministériels, dont celui de M. Darmanin, et je ne sais combien de ministres. Est-ce que tu as des noms emblématiques qui montrent ce pantouflage ? Oui, M. Fillon, Mme Kosciusko-Morizet, Mme Fleur Pellerin, alors j'en ai oublié, il y a Mme Florence Parly. Parly, ouais. Qui est un peu moins connu, mais des armées, oui. Des armées. Enfin voilà, j'en ai Monsieur Julien de Normandie. Voilà, j'en ai un petit paquet quand même de ministres macronistes. Et puis après, alors il y a quand même un truc assez phénoménal, c'est Bruno Bézard. Bruno Bézard, il est passé par toutes les directions de Bercy. Il a fait DG Trésor, DG, de toutes les directions les plus prestigieuses. Et bien Bruno Bézard est maintenant un des responsables du fonds franco-chinois KT Capital. Vous allez me dire pourquoi j'en parle. Parce que le fonds KT Capital, c'est le premier fonds financé par la Banque publique d'investissement. Et donc là, je me tourne vers M. Dufourcq, je lui dis, mais est-ce que vous connaissez Bruno Bézard ? Il me dit, ah mais bien sûr, Bruno, enfin, mais oui, mais c'est moi qui lui ai dit d'aller dans le fonds d'investissement en question. Et puis après, on a cherché, on s'est rendu compte que dans le fonds KT Capital, non seulement il y a un ancien directeur général de Bercy, donc... Ce fonds, je le rappelle, est le premier financé par votre argent, la Banque publique d'investissement. Donc il y a non seulement un ancien directeur général de Bercy, mais il y a le fils de M. Dufourcq. Et il y a le fils de M. Pouyanné. Voilà. Et là, vous saisissez tout le système. Ouais, la classe bourgeoise qui s'est réunie dans ce fonds. La République des copains. Ouais. Voilà. Ce qui était le plus marquant, c'est chaque fois que quelqu'un parlait à une victime de fonds prédateurs, vous aviez tout le monde dans la salle qui disait oh, « mais c'est pareil chez moi ouais. ». Il sait, ah mais oui, ah bah d'accord. Ah donc c'était un moment en fait où enfin pour une fois, pour la première fois, des victimes ont pu se croiser et se reconnaître entre elles. C'est la première fois qu'elles étaient réunies. C'est la première fois que quelqu'un de la paire se rendait compte qu'en fait à Teamtex, il s'était passé la même chose avec Mutares. Valor, Bordeaux, il y avait des gens d'Atos, des gens de Chemwan, des gens de Cerba. D'Erastil qui ont essayé, ils sont licenciés, c'est affreux. Enfin, tous ces gens-là se sont dit, mais en fait, il s'est passé la même chose dans toutes ces boîtes. Nous sommes tous victimes. Et peut-être ce qui m'a le plus marqué aussi, c'est à la fin, quand ils sont venus me voir, ils m'ont dit, putain, merci, parce que là, on se rend compte qu'on n'est pas seul, quoi. Voilà. Maintenant, c'est sûr qu'ils mettent en nous un espoir considérable, quoi. C'est-à-dire que c'est soit nous, soit la situation ne va pas s'arranger, quoi. Et même s'empirer. Parce qu'il ne faut pas croire, l'extrême droite et particulièrement Bardella, ce sont les amis de cette finance-là aussi. Tout à fait. Jordan Monaco, comme on l'appelle sur les réseaux, Monaco, qui préfère dîner avec les grands patrons, Pouyanné y compris, plutôt que d'avoir des propositions. Donc sociales. Évidemment, il y a un espoir mis en nous qui est exceptionnel. Maintenant, je veux aussi dire que ces salariés, c'est grâce à eux d'abord que la commission d'enquête a pu se faire, parce que sans leur témoignage, il n'y aurait rien eu. Et beaucoup ont eu du courage, parce que en fait, ces fonds prédateurs, par ailleurs, pour extraire un maximum de la valeur créée par les travailleurs, en fait, ils mettent une forme de terreur sur les salariés. Vraiment de la terreur.
Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'Insoumission. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la députée insoumise Aurélie Trouvé sur notre plateau. Aurélie, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci Sylvain. Aurélie, tu es rapportrice de la commission d'enquête sur les fonds prédateurs et pendant 6 mois, tu as enquêté sur ces fonds qui pillent et ravagent nos entreprises, notre industrie, ces fonds qui ont été encouragés par les politiques macronistes, mais aussi avant sous le hollandisme, avec Macron comme ministre de l'économie. Comment ? Et ma première question, ce serait de savoir quel a été le point de départ de ta réflexion pour engager une commission d'enquête sur ces fonds prédateurs. 2 raisons. D'abord, le record de défaillance d'entreprises, la multiplication à vitesse grand V des plans de licenciement. Et on entend la droite, l'extrême droite dire « Ah, c'est les charges, c'est les normes », voire il y a le mode aussi « C'est la faute aux Chinois ». Et en fait... c'est la finance prédatrice qui en est une raison majeure. Et personne, en tout cas très peu, sauf chez nous, le dit. Et par ailleurs, il y a eu, fin de l'année 2025, une entreprise qui s'appelle Novasco, qui est une entreprise qui a fait le saut d'un four électrique, donc c'est de l'acier, et qui est plié, mangé par un fonds vautour, un fonds britannique qui s'appelle Greybull. Et là, il y a l'État qui fait semblant de faire quelque chose et qui dit « Ah, on va mener une action judiciaire contre Greybull, ce fonds vautour. » Mais enfin, pendant des mois, des années, en fait, l'État a versé je ne sais combien, des millions et des millions d'aides publiques à Novasco, alors que c'était déjà pillé par Greybull. Et Greybull n'a, pendant des mois et des années, pas respecté les engagements, et l'argent public continuait à couler, quoi. Et donc, de là est partie l'idée d'aller enquêter, investiguer sur ces fonds prédateurs, sachant qu'il n'y avait jamais eu un travail parlementaire sur la question. Il y avait quelques journalistes, Mediapart, il y avait aussi une sociologue qui est d'ailleurs une des responsables de l'Institut de la Boétie, Marlène Banquet, qui a sorti un bouquin. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, c'est vraiment une donnée fondamentale du capitalisme financier d'aujourd'hui, particulièrement depuis la crise de 2008, à côté d'une finance bancaire à minima régulée, au moins un petit peu, il y a ce nouveau canal d'extraction brutale de la richesse créé par les travailleurs, un nouveau moyen d'aller gaver le portefeuille des ultra-riches. Ce sont ces fonds prédateurs et donc voilà pourquoi j'ai mené cette commission d'enquête. Et dans tes travaux, tu expliques que tous les secteurs de la société sont concernés. Ça va de la crèche au magasin de bricolage La Paire, en passant par des clubs de foot, des maisons de retraite. Exactement. Par exemple, la maison de retraite Colisée, si vous avez vos parents, vos grands-parents là-bas, si vous avez vos gosses à People and Baby dans la crèche, c'est aussi un fonds d'investissement, un fonds prédateur. Si vous allez au magasin La Paire, c'est détenu par un fonds vautour. Beaucoup d'usines autour de chez vous, c'est déjà mangé par des fonds d'investissement. Quand vous regardez un match de foot, il y a des grandes chances que le club soit bouffé aussi, pillé par un fonds d'investissement. Pire que ça, quand vous allez chez le radiologue, l'ophtalmologue, quand vous allez chez le dentiste ou quand vous allez dans une clinique vétérinaire, il y a des très grandes chances que cette clinique, ou quand vous allez dans une clinique privée aussi, il y a une grande chance ou un gros risque que cette clinique, que le cabinet médical soit en fait déjà pillé et mangé, accaparé par un fonds prédateur. Et en quoi ça consiste concrètement un fonds prédateur ? Tu as expliqué récemment que c'était des grandes fortunes qui plaçaient leur argent dans ces fonds pour ensuite piller la trésorerie d'entreprises comme La Paire, il y a 5 ans, qui s'est fait piller sa trésorerie et ses murs ont été vendus. Tu vois, toi, tu as peut-être un livret A. Bon, si tu as réussi à mettre un peu d'argent. Malheureusement, non. Ouais. Non, voilà. Bon, mais pour ceux qui ont réussi à mettre un peu d'argent de côté, ils ont un livret A. Et dans ce cas, ils ont 1,5% de taux d'intérêt. Voilà, c'est-à-dire que ça rapporte chaque année 1,5%. C'est même pas l'inflation, soit dit en passant. Et eux, vous savez combien ils retirent de l'argent qu'ils ont placé dans le fonds d'investissement ? 15%. 15%. Et donc, pour faire ça, ces fonds d'investissement, pour sortir du 15%, il n'y a pas 15 000 façons. Il faut vraiment aller chercher toutes les techniques de prédation possibles de la valeur créée dans une entreprise. Donc, ils rentrent dans une entreprise, ils en captent le capital et ils extraient tout ce qu'ils peuvent de la trésorerie. Par exemple, à La Paire, quand le fonds allemand Mutares est arrivé dans La Paire, donc vendu par Saint-Gobain qui s'en est débarrassé, il s'est débarrassé de La Paire et il l'a vendu à un fonds vautour, le fonds allemand Mutares. Tout ça avec la bénédiction du gouvernement, des tribunaux de commerce et tutti quanti. Quand le fonds Mutares prend la proie à La Paire, qu'est-ce qu'il fait ? En quelques années, il a tout aspiré par des frais de conseil pour ses amis,
des frais de gestion. Il a vendu les murs. Petit à petit, toutes les usines ont été vendues. D'accord ? Les murs ont été vendus. Donc il y a voilà, c'est tout un tas de techniques de prédation, ce qu'on appelle les management packages, les carried interest. Enfin voilà, il y a plein de moyens de ponctionner, d'aspirer, de décharner, de désosser l'entreprise, la proie, pour aller gaver les profits de ces fonds d'investissement et donc des grandes fortunes. Et c'est combien d'entreprises qui sont concernées en France par ces fonds prédateurs ? On n'a pas le nombre d'entreprises parce que c'est très opaque, mais on sait par le lobby lui-même des fonds d'investissement que c'est au moins 2,5 millions d'emplois dans le privé qui sont dans des boîtes mangées par des fonds d'investissement. Ce que je veux aussi que vous ayez en tête, donc 2,5 millions d'emplois au moins qui dépendent, qui sont mangés quelque part par ces fonds d'investissement, qui sont mis en danger parce que la boîte appartient à un fonds d'investissement. Et à mon avis, ça, c'est le minimum de minimum. Ça ne compte pas tous les cabinets dentaires, vétérinaires, tout ça, qui ont été bouffés par ces fonds d'investissement. On a même été contacté par les géomètres, les architectes, les experts comptables, les commissaires aux comptes. Enfin, toutes les professions libérales réglementées sont en train d'être bouffées, leurs cabinets. Ils revendent à des fonds d'investissement. Et parce que demain, ça veut dire que ces emplois sont menacés si le fonds prédateur décide d'augmenter son taux de rentabilité. Du jour au lendemain, en fait, ces emplois peuvent être supprimés, comme la paire. Comme la paire, par exemple, Chem1, moi j'ai beaucoup enquêté sur Chem1, c'est une entreprise de chimie, mais qui est vraiment un cas d'école, qui allait très bien. Et en 2021, c'est repris par un fonds, le plus gros fonds américain Apollo, qui gère 1000 milliards d'actifs. C'est équivalent à la richesse d'un petit pays. Donc ils gèrent 1000 milliards d'actifs dans tout le monde entier. Ils ont déjà bouffé Verallia, par exemple, c'est une boîte d'une verrerie très connue. Ils viennent de bouffer aussi Forvia, c'est une énorme usine de construction automobile. Et là, ils ont bouffé... ils ont mangé Chem1 il y a quelques années. Donc en 2021, ils arrivent, la boîte va bien, l'usine. C'est une usine vraiment leader mondial de la chimie, le leader de PVC et de la soude, d'accord ? 1500 salariés. La dette était à 10 millions d'euros. Quand le fonds arrive, ça explose à 700 millions d'euros, la dette. Donc on est passé de 10 à 700 millions d'euros. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est une technique de prédation qui s'appelle le LBO et qui est hyper classique. C'est devenu le mantra de ces fonds d'investissement. En fait, aujourd'hui, une très grosse partie des boîtes reprises, maintenant, c'est sous forme de LBO. C'est quoi ce fameux LBO ? Il faut que tout le monde comprenne. En fait, le fonds, il n'a pas lui-même l'argent. Il emprunte avec une énorme dette. Il emprunte pour pouvoir acheter la boîte. D'accord ? Mais la dette, qui la paye ? C'est la boîte qui la paye. C'est la boîte. Ah. Et donc, c'est comme ça que Chem1 se retrouve de 10 à 700 millions d'euros de dette. Donc, c'est dingue. C'est-à-dire que le fonds n'achète pas avec son propre argent. Par contre, donc avec une dette, et ils font payer la dette à l'entreprise elle-même, donc aux salariés. Parce qu'en vérité, la valeur de l'entreprise, elle est créée par qui ? Par les salariés. Ouais. C'est eux qui font le travail. Et quel est le rôle de la Banque publique d'investissement là-dedans ? Parce que tu as ciblé la BPI comme complice finalement, ainsi que le gouvernement, de ces fonds prédateurs. Est-ce que ces prêts qui sont accordés à ces fonds prédateurs, ils sont donnés avec la bénédiction de la BPI qui est censée remplir un rôle quand même différent pour l'économie ? C'est pire que ça, c'est que la Banque publique, c'est notre argent. D'ailleurs, Monsieur Dufourc, son directeur qui est là depuis 2013, nommé par François Hollande, soit dit en passant, c'est pour ça que je dis que la Hollandie est quand même bien responsable aussi de tout ça. Pas que la Macronie, enfin ça va un peu ensemble, par ailleurs Hollandie-Macronie, mais voilà, il faut se rendre compte que ce système commence sous François Hollande. Enfin, du moins se consolide sous François Hollande. Donc le directeur, M. Dufourc, nous dit lui-même, la BPI, c'est l'argent des Français, banque publique d'investissement. Eh bien, il faut se rendre compte que non seulement la BPI est complice de ces fonds prédateurs, mais la BPI est surtout une aide fondamentale de ces fonds prédateurs. Ils n'en seraient pas là, je pense, sans la BPI. Il faut savoir qu'une grande partie des moyens de la BPI, c'est-à-dire votre et notre argent, une grande partie de ces moyens-là, de l'argent des Français, sert à financer directement les fonds d'investissement. Et donc les taux de rentabilité ? 1,7 milliard l'année dernière. D'accord. Financé directement dans les fonds d'investissement par votre argent, notre argent, celui de la Banque publique d'investissement. Mais par exemple, les laboratoires d'analyse médicale Cerba, sachez que si vous allez vous faire une prise de sang, il y a des grandes chances que ce soit en fait un laboratoire Cerba. Bien, vous allez vous faire une prise de sang. Ça appartient aujourd'hui à un énorme fonds suédois qui s'appelle Equity. Et bien Cerba est ultra endetté et risque de fermer. Donc ça voudrait dire des centaines et des centaines de labos qui ferment, de labos dans votre ville, votre village, quoi.
C'est ultra endetté, pourquoi? Parce que le fonds equity l'a obtenu par LBO, par une dette qu'ils ont ensuite fait payer à l'entreprise, à Cerba. Eh bien, Equity, le fonds suédois, a pu acquérir les laboratoires d'analyse médicale Cerba grâce à qui? Grâce à la banque publique. Parce qu'en fait, Equity, un des représentants d'Equity en audition nous a dit « Ah mais nous on est venus parce qu'en plus il y avait la banque publique qui a cofinancé avec nous, avec notre argent. » Donc, vous vous rendez compte que la prédation, le pillage des laboratoires d'analyse médicale Cerba, c'est grâce à la banque publique. Sachant que, qu'est-ce que c'est, en fait, qu'est-ce qui pille quand c'est comme ça, le fonds suédois Equity? Il ne pille pas seulement la valeur créée par les travailleurs, il pille les cotisations sociales. Parce que comment ils se font un max de thunes sur des labos d'analyse médicale? En profitant des remboursements par la Sécu sociale de tous nos... Ah, donc c'est un vaste détournement de fonds publics. Hein. Bien sûr. Donc en fait, les Français découvrent que quand ils versent des cotisations sociales, c'est aussi pour enrichir des fonds d'investissement. Est-ce que c'est ce même directeur de la BPI qui dit que quand les entreprises sont malades, il faut les abandonner? Exactement. Il dit d'ailleurs qu'elles ont des maladies auto-immunes. Voilà, c'est le chantre de la destruction créatrice. Il a dit ça une fois en audition de commission. Vive la destruction oui, c'est Schumpeter, c'est ça créatrice, exactement. Donc, en gros, il assume que la banque publique n'est pas là, il nous l'a dit, n'est pas là pour aider les entreprises en difficulté. Donc, même si c'est un énorme désastre industriel, même si ça va coûter des centaines de millions d'euros aux Français parce que le chômage, parce que les coûts des pollutions, parce que tout un bassin d'emploi dévasté, eh bien, la banque publique ne vient pas. Parce que c'est une entreprise en difficulté qui, du coup, doit dégager. Voilà, c'est ça, en fait, la philosophie. Et c'est un énorme problème parce qu'en vrai, en France, il n'y a pas d'instrument public pour aider les entreprises en difficulté, quand bien même notre souveraineté économique est en jeu. Il n'y a aucun fonds public. D'ailleurs, nous, on défend le fait qu'il y ait un pôle public bancaire avec un fonds public qui vient aider sur la base d'un plan, d'une planification, les entreprises dont on a besoin. Et aussi de conditionnaliser les aides publiques qui sont au nombre de 211 milliards d'euros par an, versés sans contrepartie aucune à des groupes qui licencient comme Stellantis. Et donc là, nous, on dirigerait toutes les aides publiques. Ce fonds public également, alors le fonds, c'est pour rentrer dans le capital. D'accord ? Il y aurait vraiment un fonds dédié à ça, géré par une banque publique et tout ça. Bon. Mais par ailleurs, il y a aussi des aides, des aides directes, ça c'est encore autre chose, qu'il faut absolument conditionner suivant un plan qui n'existe pas aujourd'hui et que nous construisons d'année en année et que nous retravaillons profondément pour 2027 et l'élection présidentielle. Si et quand Jean-Luc Mélenchon sera élu, nous savons comment faire. Nous avons un plan secteur par secteur, des plans productifs avec des objectifs, des besoins, des objectifs, des moyens alloués pour faire en sorte déjà de restaurer notre souveraineté économique. J'insiste là-dessus parce que les macronistes et avant les hollandistes, ont détruit petit à petit notre souveraineté économique. Donc, alors j'ai une question là-dessus justement. Tu as parlé du fonds Apollo, donc un fonds nord-américain avec 1000 milliards d'actifs. Est-ce que tu as une liste, même si elle doit être difficile à établir, de fleurons industriels bradés aux États-Unis d'Amérique depuis 2017? Il y a le cas d'Alstom, je crois. Mais donc, est-ce qu'il y a une Alors, moi, je peux même faire les derniers mois, tout simplement, et je vais faire sur les fonds prédateurs, puisque c'est ma commission d'enquête, donc des fonds prédateurs étrangers. Biogarant, un tiers des médicaments génériques. Rien qu'en 6 mois. Biogarant, un tiers des médicaments génériques vendus à un BC Partners, un fonds britannique, avec l'autorisation de Bercy et du ministère de l'économie. Bien. LMB Aerospace, qui fait les systèmes de refroidissement des Rafales et de l'armée, vendus à un groupe industriel américain par un fonds d'investissement français, Tikeo. Bien. Alors, un an avant, Atos. Souveraineté numérique, ouais. C'est le pilier de la souveraineté numérique française, il n'y en a pas d'autre. C'était 120 000 salariés. En quelques années, c'est passé à 65 000. Alors que c'est aussi le programme militaire Scorpion, c'est aussi quand même des enjeux de souveraineté immenses. Exactement, mais surtout, alors il y a tout l'armée, tout ça, les centrales nucléaires, c'était eux qui faisaient ça aussi, bon maintenant ça a été vendu. Il y a toute la cybersécurité française, enfin une grande partie,
Et surtout, il y a quoi? Il y a toutes nos données. Parce qu'en fait, Atos, c'est ma carte vitale, c'est le passeport.net, c'est masanté.com, c'est impôt.gouv.fr et tout ça. Ça, c'est Atos. Tout ça est dans la main donc d'un fonds, de fonds étrangers. Vautour. 30% du capital aujourd'hui, ce sont des fonds spéculatifs étrangers qui ont logé la plus grande partie des actifs dans une holding luxembourgeoise. Et donc, si Atos, par exemple, s'effondre, ils récupèrent tout. Y compris les données personnelles. Les actifs, exactement. Donc, c'est terrible. Et on a été alertés notamment par les salariés. Vous savez que la plupart des salariés d'Atos, c'est des cadres, des hauts cadres, qui nous ont alertés sur la catastrophe. Ça, c'est fin 2024, par exemple. Pour vous donner, rien que sur 1 an et demi, la catastrophe que c'est, tous nos joyaux, quelque part, nos fleurons industriels quelque part nos piliers de la souveraineté qui ont été bradés à des fonds étrangers. Et je reviens sur les responsables politiques. Récemment, tu as survécu à 7 heures d'audition de responsables macronistes. Tu as auditionné Bruno Le Maire à l'Assemblée nationale et bravo pour avoir survécu à cette séquence donc, de 7 longues heures devant Bruno Le Maire et Roland Lescure. Et Bruno Le Maire, quand tu l'as interrogé... Et Marc Ferracci, pardon, je l'oublie. Bruno Le Maire, lorsque tu l'as interrogé sur les fonds prédateurs et aussi sur la circulation entre des responsables macronistes et ces fonds prédateurs, notamment des hauts fonctionnaires qui sont inféodés au macronisme, il a perdu ses nerfs. Et il a dit que les insoumis étaient des coupeurs de tête et des menteurs. Parce qu'il était forcément gêné par la question pertinente que tu as posée. Comment tu as réagi à cette audition et qu'est-ce qu'elle montre finalement du système macroniste et de ses responsables? Alors Bruno Le Maire, je pense qu'il a zéro complexe. Ça fait vraiment... c'est le pire de la Macronie pour moi. Vraiment, ça a été 7 ans, alors d'abord d'incompétence, parce que quand je lui parle, je lui pose une question sur un mécanisme financier assez central qui s'appelle les OCAPSA, je pourrais en reparler, qui est aussi un fonds vautour. Enfin, c'est une prédation d'un fonds vautour, l'OCAPSA, qui ruine des petits actionnaires, qui ruine des entreprises. C'est rien moins que les fonderies de Bretagne, Val-d'Une, les forges de Tarbes, Oplata, qui est l'entreprise minière en Guyane, etc., les OCAPSA. Il me répond, je ne sais pas, sous serment, je ne sais pas ce qu'est un OCAPSA. Donc en fait, il a écrit des bouquins tendancieux, mais en tout cas, il ne sait pas ce qu'est un mécanisme financier central dans notre système économique. On peut peut-être faire un lien avec le déficit monstrueux qu'il y a. Enfin voilà, c'est-à-dire que c'est quand même... Soit il ment, soit il est incompétent. Dans tous les cas, c'est un problème. Il est sous serment, donc je me dis qu'il ment pas et qu'il est incompétent. Voilà, ça, et cet homme-là est responsable de 1 000 milliards, c'est ça, de dettes depuis 2017. Voilà, donc incompétence et idéologie totale, quoi. Et, parce que vraiment, il a eu un discours... honteux, quoi, honteux. Vraiment, on a fait tout extrêmement bien. Vive les fonds d'investissement. Quand j'ai parlé du pantouflage, c'est vrai, il s'est énervé très fortement, de manière, je trouve, irrespectueuse, totalement envers, évidemment, la rapporteure que je suis, mais par exemple aussi mes collègues, y compris de la droite républicaine et tout. Il a été, alors particulièrement les femmes par ailleurs, il a été immonde. Voilà. Et donc, Bruno Le Maire assume parfaitement tout ce qui a été fait. Et le pantouflage, oui, il est très gêné, puisque je lui ai dit, en vrai, il y a je ne sais combien de directeurs généraux de Bercy qui sont maintenant des responsables de fonds d'investissement. Je ne sais combien de directeurs de cabinets ministériels, dont celui de M. Darmanin, et je ne sais combien de ministres. Est-ce que tu as des noms emblématiques qui montrent ce pantouflage? Oui, Monsieur Fillon, Madame Kosciusko-Morizet, Madame Fleur Pellerin, alors j'en ai oublié, il y a Madame Florence Parly. Parly, ouais. Qui est un peu moins connue, mais... Des armées, oui. Des armées, enfin voilà, j'en ai Monsieur Julien de Normandie, voilà, j'en ai un petit paquet quand même de ministres macronistes. Et puis après, alors il y a quand même un truc assez phénoménal, c'est Bruno Bézard. Bruno Bézard, il est passé par toutes les directions de Bercy, il a fait DG Trésor, DG... de toutes les directions les plus prestigieuses. Eh bien, Bruno Bézard est maintenant un des responsables du fonds franco-chinois KT Capital. Vous allez me dire pourquoi j'en parle. Parce que le fonds KT Capital, c'est le premier fonds financé par la Banque publique d'investissement. Et donc là, je me tourne vers M. Dufourcq, je lui dis, mais est-ce que vous connaissez Bruno Bézard? Il me dit, ah mais bien sûr, Bruno.
Bruno, enfin, mais oui, mais c'est moi qui lui ai dit d'aller dans le fonds d'investissement en question. Et puis après, on a cherché, on s'est rendu compte que dans le fonds KT Capital, non seulement il y a un ancien directeur général de Bercy, donc ce fonds, je le rappelle, est le premier financé par votre argent, la Banque publique d'investissement. Donc il y a non seulement un ancien directeur général de Bercy, mais il y a le fils de M. Dufourcq. Et il y a le fils de M. Pouyanné. Voilà. Et là, vous saisissez tout le système. Ouais, la classe bourgeoise qui s'est réunie dans ce fonds. La République des copains. Ouais. Voilà. C'est vraiment ça. C'est un système. Et vous comprenez bien que ça pose problème parce que quand vous êtes directeur général de Bercy, vous dites j'ai quand même des chances de pouvoir finir dans un fonds d'investissement, puisque c'est systémique. Hein. J'ai quand même des chances de finir dans un fonds d'investissement, donc peut-être qu'il faut qu'on ne soit pas trop méchant non plus avec les fonds d'investissement, surtout que je vais pouvoir y gagner. Il faut savoir que les revenus sont en centaines de milliers d'euros par an et même en millions d'euros par an pour certains. Donc voilà, ça explique leurs décisions. Donc, évidemment, je n'ai pas pu prouver un conflit d'intérêts direct, mais enfin, tout le monde saisira le problème. En fait, il apparaît évident qu'il y ait déjà un conflit d'intérêts, vu que ce sont des gens qui ont pris des décisions qui rapportent de l'argent et de la rentabilité à ces fonds vautours. Et pourtant, c'est autorisé et c'était caché avant le début de tes travaux pendant la commission d'enquête. Personne n'en a jamais parlé. Voilà, c'est un fait. Le directeur de la Banque publique d'investissement a une politique qui fait que une grande partie de notre argent et de la Banque publique d'investissement va vers un fonds qui s'appelle le fonds KT Capital, dans lequel travaille son fils. C'est un constat. Et chacun en tirera les conclusions qu'il souhaite. Et lorsque tu interroges Bruno Le Maire sur ce sujet de copinage, finalement, il choisit de la brutalisation de la vie politique, parce que ces gens-là parlent de brutalisation de la vie politique, souvent en ciblant la France insoumise, mais ce sont les premiers, en fait, à avoir des sorties aussi violentes que celles qu'il a eues en parlant de coupeur de tête. C'est un terme extrêmement choquant, comme tu l'as dit, pour toi, mais non seulement pour aussi toute la représentation nationale. Pour moi, c'est de la fébrilité, quoi, je veux dire. Ouais, ça montre que tu as touché là où ça fait mal, quoi. Exactement. Et j'en profite pour parler d'une autre audition qui a eu lieu, c'était hier, Patrick Pouyanné, PDG de Total, qui était auditionné pendant 2 heures par Éric Coquerel, député insoumis et président de la commission des finances. Bon, pendant 2 heures, on a vu qu'il a fait preuve d'une grande arrogance lorsque des questions lui étaient posées. Souvent, on sentait qu'il rechignait à y répondre et il s'est mélangé les pinceaux sur les chiffres des résultats nets de Total en France. Mais il a aussi dit que Total participer de l'effort public à hauteur de 2 milliards d'euros par an, sauf que ce chiffre de 2 milliards, c'est finalement les cotisations payées par Total, et donc c'est pas un impôt, c'est ça. Donc cet homme-là aussi participe d'un... C'est un autre sujet par rapport aux prédateurs, mais j'aimerais qu'on en parle quand même, parce que tu es aussi intervenu il y a un lien, puisque le fils de M. Pouyanné, dans ce fameux fonds KT Capital, voilà. on va faire comme je disais que c'est un système, allons-y. Hein. Alors on peut passer au sujet de Total, si tu le souhaites. Voilà. De toute façon... il peut se cacher derrière ce qu'il veut. Le résultat, c'est qu'il y a eu plusieurs milliards de surprofits, de super-profits, de profits supplémentaires par rapport à l'année dernière, uniquement, entre guillemets, grâce à la guerre. Voilà. Et ils l'ont dit très clairement dans leur communiqué Total. Donc voilà, c'est un fait, là aussi. Et dans son audition, il nie le fait qu'il y aurait un système d'évasion fiscale élaboré entre la Suisse, la France et les filiales qui achètent le pétrole au Niger, je crois. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer en quelques minutes comment ça fonctionne et en quoi Pouyanné et ses sbires sont des professionnels de l'évasion fiscale? Alors c'est assez simple, c'est ce qui s'appelle les prix de transfert. Ce qui se passe, c'est que Total a des usines d'extraction, par exemple, au Niger. D'accord ? Ils ont ensuite une filiale de trading en Suisse. Et ils ont ensuite une raffinerie en France. Et ensuite, ils distribuent dans une station-service Total. Tout ça appartient à Total. Bien. Total a un intérêt, c'est que le maximum de bénéfices soit déclaré en Suisse, puisque c'est là où il n'y a quasiment pas d'impôt. Bon, comment c'est faisable? C'est simple. Vous vendez à votre filiale suisse votre propre pétrole produit en Afrique à un prix relativement faible, d'accord ? Et vous le revendez très cher aux raffineries françaises, qui vont le revendre cher aussi,
à une station Total. Résultat, les raffineries, soi-disant, font quasiment pas de bénéfices, puisqu'elles ont dû acheter cher le pétrole à la filiale de Trading Suisse, à la filiale Total de Trading Suisse. Donc ils font quasiment pas de bénéfices, mais c'est tout à fait artificiel. L'usine africaine, enfin la filiale africaine, pas tant que ça non plus. Là où ceux qui font le max de marge, c'est en Suisse. C'est en Suisse. Et voilà comment vous faites en sorte qu'il y ait zéro bénéfice, parfois certaines années déclarés en France, et que vous n'ayez pas d'impôt sur les sociétés. Il faut savoir que sur 14 années, Total n'a payé que 6 années l'impôt sur les sociétés. C'est quand même dingue. Alors que sur 10 ans, je crois que tu avais déclaré un chiffre... 100 milliards. 100 milliards de dividendes versés en 10 ans. Aux actionnaires de Total. Et pendant ces 10 ans, la plupart du temps, Total n'a pas versé d'impôt sur les sociétés en France. Alors que la France, c'est 25% du chiffre d'affaires de Total. C'est scandaleux. Et donc nous, on a une solution qu'on a d'ailleurs fait voter en Assemblée nationale, mais c'était dégagé par le 49.3 malheureusement, mais on l'a fait voter à la majorité, c'est une taxation universelle des multinationales. C'est-à-dire que si Total, et comme Total fait 25% du chiffre d'affaires en France, alors 25%, les impôts doivent être avec un équivalent, doivent correspondre à 25% des bénéfices de Total mondiaux. Je ne sais pas si c'est clair. Est-ce que c'est un peu l'équivalent de l'impôt universel ? C'est ça, c'est la même chose, taxation, impôt universel. Ouais. C'est que, en fait, Total ne déclare qu'une toute petite partie de ses bénéfices en France du fait de l'évasion fiscale, mais en réalité, elle fait 25% de son chiffre d'affaires, donc on considère que c'est 25% de ses bénéfices mondiaux qui doivent être taxés en France. Et il y a aussi le sujet de la nationalisation qui a été posé par la France Insoumise. Alors, ça c'est... En cas de besoin, ce qu'on dit, c'est, on ne dit pas que c'est la première chose à faire. Hein. Notre première mesure, c'est le blocage des prix. Si déjà on bloquait les prix, et puis plus une taxation universelle des multinationales, déjà Total, vous l'avez quand même bien encadré, d'accord ? Mais mettons, si par exemple la crise s'était poursuivie, s'il y avait eu du chantage à la pénurie de Total, parce que le problème c'est que Total a un pouvoir dominant sur le marché, d'accord, sur le marché français. Ils sont en situation de quasi-monopole. S'il avait fallu, parce que la crise dure, alors oui, il aurait fallu nationaliser peut-être Total, en tout cas, pas Total, pardon, et j'y arrive, les industries pétrolières françaises. Parce que Total, c'est 170 milliards de valorisation boursière, c'est partout dans le monde. Donc, c'est difficile, disons d'envisager la nationalisation totale de Total. Donc, ce qu'on dit, c'est les industries pétrolières françaises, c'est-à-dire les raffineries, et il est faux de dire qu'elles ne font pas de bénéfices, elles en font, les raffineries et les réseaux de transit vers les stations-service. Pourquoi ? Parce que les raffineries, ça serait aussi un moyen de préparer la société de l'après-pétrole. Puisque Total, le problème, c'est qu'il nous rend captifs des hydrocarbures. C'est-à-dire qu'il ne fait rien pour qu'on passe à autre chose que le pétrole. Normal, il s'en met plein les poches grâce au pétrole. Donc là, le fait d'avoir Total, c'est-à-dire de rendre public Total, enfin les raffineries, pardon. Donc il y a 3 raffineries Total et 3 raffineries non Total. Le fait de les rendre publiques, ça permet d'enclencher des investissements absolument nécessaires dans l'après-pétrole. C'est déjà le cas dans la raffinerie de Grand Puy. Du biokérosène, des biocarburants qui permettent de se projeter dans cet après-pétrole et surtout pour la prochaine crise, de nous rendre beaucoup moins dépendants de ce pétrole. Oui, donc on fait la planification écologique. Exactement. Avec la sobriété, les énergies renouvelables, tout ce plan préparé par LFI. Voilà, donc, Et j'en profite pour revenir sur le sujet de ton rapport et des recommandations que tu as formulées, parce que tu as cité là quelques propositions, le blocage des prix, également la taxation universelle sur les groupes comme Total. Est-ce que tu peux nous dire les principales recommandations parmi les 40 que tu as formulées dans ton rapport? On a noté déjà la refonte de la BPI, tu en parlais tout à l'heure, mais il y a également le contrôle des investissements étrangers, par exemple. Exactement. Alors, donc je disais, une banque publique des besoins avec un fonds public, parce que ça permet quand même de désarmer l'argument, il n'y a que les fonds prédateurs pour venir en aide aux industries en difficulté. Bien. Deuxièmement, en effet, un contrôle beaucoup plus drastique des investissements étrangers.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, Atos n'a pas fait l'objet d'un contrôle des investissements étrangers, puisque le champ n'est pas assez grand. D'accord ? Mais surtout, ce que je dis, c'est que même un LBO, tout LBO, même avec un fonds français, tout LBO devrait faire l'objet d'une autorisation par Bercy. D'accord ? Donc, et notamment, moi, je pense que des LBO sur la santé, ça ne devrait pas exister, sur des entreprises de santé. Ouais, donc il y aurait des critères qui seraient établis pour refuser tel LBO. C'est ça, du moment qu'on pense que ça atteint les intérêts de la nation. Donc il faut vraiment renforcer ce contrôle des investissements étrangers, en étendre le champ, pour que par exemple Atos, eh bien, ça fasse l'objet d'un contrôle des investissements étrangers. Troisièmement, interdire les pratiques prédatrices. Par exemple, tout à l'heure j'ai parlé des OCAPSA, c'est un truc juste dément. C'est une pratique qui, alors c'est un peu compliqué, c'est une pratique qui vise à la manipulation de marché. C'est vraiment des fonds frauduleux basés aux Bahamas et qui captent aujourd'hui beaucoup d'usines essentielles à la France. Et en fait, ils marchent par la ruine des petits actionnaires existants en émettant beaucoup plus d'actions. Et ça fait chuter le cours de bourse de cette entreprise et l'entreprise est exsangue. De même que les petits actionnaires. Donc c'est dingue parce que d'ailleurs on se retrouve du côté des petits actionnaires. Ah oui, il faut que je vous raconte, c'est que dans cette commission d'enquête, ce qu'on m'a dit et ce que j'ai su par la presse et par un certain nombre de réseaux, c'est qu'au début, il y avait tout un tas de petits actionnaires en réseau qui étaient intéressés en se disant « Ah, c'est une commission d'enquête, ouais, mais c'est la France insoumise, ils nous aiment pas et tout ça ». Et en fait, au fur et à mesure, le réseau s'est dit « Mais attends, mais c'est vachement bien cette commission d'enquête ». Ils ont commencé à suivre, ils se sont dit « Ah, mais la France insoumise, en fait, ils font du bon taf et tout ». Enfin, c'est rigolo, quoi, tu vois. J'allais venir justement, parce que tu as quand même réuni aussi des petits patrons dans le réseau des petits patrons insoumis, mais également des chefs d'entreprise qui sont venus aux états généraux oui, des vous les avez interviewés. Oui, l'insoumission était Incroyable, présente. hein. Et c'était incroyable. On a vu le gérant de Soros qui veut reprendre du coup le fabricant d'acier Novasco et qui a dit, je cite, « Le travail d'Aurélie Trouvé est formidable et les propositions de Jean-Luc Mélenchon sont indispensables pour relancer les entreprises et l'industrie ». Donc ça montre bien que le travail que tu as fourni a permis de faire comprendre aux TPE, aux PME, de voir qu'il y a une opposition entre les grands patrons et les petits patrons et qu'en fait, sur tous les aspects, que ce soit la fiscalité ou également la représentativité, ils ont plus à gagner à voter insoumis qu'à continuer le système macroniste. Et en fait, je crois que c'est la grande conclusion de cette commission d'enquête. C'est que nous menons la bataille de la production contre la finance. Et donc, il y a un tas de gens qui sont intéressés à ça, qui se battent pour ça. Pas seulement les salariés, tout un tas de petits entrepreneurs, d'auto-entrepreneurs, de petits chefs d'entreprise, des petits actionnaires qui peuvent être sincères, qui parfois se font, qui perdent des milliers d'euros ou voire des dizaines de milliers d'euros s'ils en ont les moyens par cette finance. Et puis on retrouve les professions libérales. Moi j'ai quand même auditionné, j'ai eu les syndicats de toutes les professions libérales. Enfin, on peut se dire quand même que c'est pas tout à fait directement notre électorat. Et qui ont dit mais merci de mener cette commission d'enquête, quoi. Et puis voilà, donc et puis même je pense qu'il y a aujourd'hui il y a peut-être même un patronat industriel, j'ai envie de dire, ça ne sera pas forcément nos alliés, mais en tout cas ça sera des gens avec qui on pourra travailler et réfléchir à un pacte productif demain quand on gouvernera. Donc évidemment, on ne se fait pas d'illusions sur ce qu'est le patronat versus le salariat. Ce n'est pas la question. Je dis simplement que quand on gouvernera, il nous faudra aussi construire des pactes productifs et il faudra le faire avec des partenaires, j'ai envie de dire, y compris dans ceux qui défendent dans le petit patronat la production contre la finance. Et c'est d'ailleurs pour ça que je crois que les contributions programmatiques au programme insoumis sont ouvertes au réseau des petits patrons insoumis qui sont invités à contribuer. Parce qu'à ce stade, c'est quoi les grandes propositions pour les petits patrons? Je crois qu'il y a le taux d'escompte à taux zéro, il y a la réglementation des prix de l'énergie. Est-ce que tu peux faire un peu une liste de pourquoi voter France Insoumise quand on est un petit patron? Je vais peut-être en oublier, mais déjà, c'est la protection, par exemple, dans la commande publique. Ce qu'on dit, c'est que quand l'État aujourd'hui se tourne vers des entreprises du privé pour commander par exemple les polos des gendarmes. Bon.
les polos des gendarmes, il faut savoir qu'il y a eu une offre publique, d'accord, et que c'est Éminence qui a répondu, et Éminence, dans l'appel d'offres, il n'y a pas de préférence locale. Résultat, ils le font faire au Bangladesh, et ça fait fermer une toute petite usine du Gard, qui est une des dernières usines textiles. Ben, nous, on veut que, par exemple, ces commandes publiques, ça aille en priorité vers des TPE, PME locales. Voilà. Donc là, typiquement, ça s'adresse aux petits patrons. On veut qu'il y ait une protection des sous-traitants, des petits patrons face aux multinationales, avec ce qu'on appelle avec une régulation, si vous voulez, des rapports entre sous-traitants et grandes entreprises pour mieux les protéger. On veut évidemment... après, il y a et sur l'énergie, sur les locaux. Alors voilà, et on veut aussi qu'il y ait des prix de l'électricité avec des prix plafonds et des prix régulés pour l'ensemble des petites entreprises. Donc ça aussi, évidemment, c'est extrêmement important quand on sait l'envolée des prix de l'énergie. Donc autre mesure, effectivement, donc je ne les ai pas toutes en tête, mais par ailleurs, on est en train de le réfléchir, parce que ce qu'on veut, c'est travailler un pacte productif avec les petits patrons, et on se fait aider évidemment par le réseau des petits patrons insoumis. Donc ça fait partie du travail en cours pour la campagne présidentielle. Oui, donc c'est normal qu'il ne soit pas encore établi, vu que c'est un travail. On a fait un premier grand colloque avec Jean-Luc Mélenchon, où il y avait d'ailleurs les représentants de ces petits patrons. Et on va continuer le travail aux amphis. D'ailleurs, je vous invite tous aux amphis. Et puis, évidemment, on présentera ce nouveau pacte productif. Et sur la fiscalité aussi, donc il y a des propositions qui sont en cours d'élaboration, parce que tu disais récemment sur le Twitch de l'Insoumission, par ailleurs, qu'il y avait des petits patrons qui payent plus d'impôts que finalement Patrick Pouyanné et Bernard Arnault. Et on a vu dans le chat, mais on le voit aussi sur le terrain, quand les équipes de l'Insoumission tendent le micro, par exemple, à des petits patrons, maintenant ils sont de plus en plus nombreux à dire « je veux voter Jean-Luc Mélenchon parce que je comprends que c'est pas normal la situation que je vis avec une fiscalité plus forte pour moi, petit patron, pendant que des grands patrons, eux, ne payent pas. » Et en tant que petite entreprise, de mémoire, vous êtes imposé à un taux d'imposition de 24% contre 17% pour les très grandes entreprises. De la même façon, les aides publiques, elles vont essentiellement aux très grandes entreprises. Le crédit impôt recherche, c'est essentiellement aux très grandes entreprises. Nous, ce qu'on fera, c'est qu'on redirigera les aides publiques essentiellement vers les petites entreprises. Vers les TPE, les PME et une partie des ETI, mais les multinationales n'en ont pas besoin, c'est pas vrai, d'accord ? Et donc par contre, on le fera sur la base d'une planification. Alors peut-être parfois ce pourra être le cas sur des très grandes entreprises, mais ça sera de manière extrêmement conditionnée avec maintien de l'emploi et de la production. Voilà. Donc en tout cas, on veut rediriger ces aides publiques. De la même façon, la fiscalité, effectivement, on veut rééquilibrer la fiscalité pour faire en sorte que les grandes entreprises soient davantage imposées plutôt que les petites, et pas l'inverse. Et sur la fiscalité, il y a une question parfois qui est posée par des gens qui s'interrogent sur les propositions du programme Insoumis et les possibilités pour le financer. Il y a déjà des éléments de réponse qui ont été donnés dans les discussions budgétaires sur, je crois, ces 26 milliards d'euros, la recette, par exemple, pour la taxation dont tu parlais tout à l'heure des multinationales. Est-ce que tu peux un peu nous faire la liste des grandes propositions insoumises pour ramener de l'argent dans les caisses de l'État, taxer les super-profits? Combien ça rapporte? D'abord, il y a 3 piliers. Il y a les piliers des impôts nouveaux, qui seront essentiellement dirigés vers les ultra-riches, et particulièrement leur patrimoine, et vers les profits des multinationales et des actionnaires. D'accord ? Mais il y a 2 autres piliers. Il y a celui de la relance, c'est-à-dire comme on va avoir une politique keynésienne de relance du pouvoir d'achat et de l'activité, ça fera rentrer des recettes fiscales en plus. Ça, c'est très important. Et il y a un 3e volet qui est qu'on va faire des économies aussi. On fera des économies, par exemple, sur les 211 milliards d'aides publiques. Il y a des aides publiques, je suis désolée, qui ne sont pas efficaces. Le crédit impôt recherche, la plupart des aides du crédit impôt recherche, et ces 7 milliards d'euros par an, ne sont pas efficaces. Voilà. Et surtout, on va faire baisser les coûts, par exemple, de la santé. Parce que, de fait, comme on va faire une politique très forte de santé et de prévention, eh bien, à terme, ça fera baisser les maladies. Comme on va, par exemple, sortir progressivement des pesticides, ça fera baisser
les coûts liés à la multiplication des cancers. Oui, c'est ce que disait Jean-Luc Mélenchon sur la lutte contre les maladies politiques et écologiques. Exactement. Le cancer, le diabète, qui coûtent des millions, des centaines de millions d'euros chaque année au pays. Milliards. Des milliards. L'ensemble, si je mets dedans le diabète, toutes ces maladies politiques coûtent des milliards d'euros par an à la sécurité sociale. Bien. Donc, effectivement, par exemple, le fait d'avoir des cantines 100% bio locales, de s'attaquer aux aliments ultra transformés et de les bannir, par exemple, des cantines, eh bien ça permettra aussi de faire baisser les maladies politiques et donc ça coûtera moins cher. De la même façon que notre planification écologique, le fait que l'air soit moins pollué, ça fera moins de coûts pour la santé. Mais surtout, en créant des centaines de milliers d'emplois dans notre projet de massif d'investissement sur la base de la planification écologique. Bon, mettons, on va par exemple créer des dizaines de milliers d'emplois dans la rénovation thermique des logements. Ça sera des coûts en moins pour le chômage. Vous voyez ? Oui, c'est un cercle vertueux qui relance. Je ne veux pas dire coût, pardon, je sais qu'on ne dit pas coût. Ça fera des dépenses en moins pour l'assurance chômage, parce qu'il y aura moins de chômeurs. Ça fera des dépenses en moins dans la sécurité sociale, mais pas parce qu'on y fait des coupes budgétaires, parce qu'en réalité, les gens seront à terme moins malades. Voilà. Par contre, on augmentera les moyens pour évidemment que les gens soient bien soignés. Et oui, tout ça se fait en parallèle avec les grandes mesures déjà annoncées comme le SMIC et 1 700 € net, la sécurité sociale intégrale, parce que ce qui est financé là permet... Alors attention, je ne veux surtout pas dire qu'on mettra moins d'argent dans la sécurité sociale, on en mettra beaucoup plus, mais il sera mieux utilisé. On mettra plus d'argent dans l'assurance chômage, mais il sera mieux utilisé parce qu'il y aura moins de chômeurs, mieux rémunérés, mieux indemnisés, qui d'ailleurs vivront de façon beaucoup plus digne. Et donc, c'est aussi, c'est une société plus heureuse. Et si je le vois d'un strict point de vue monétaire, une société heureuse coûte moins cher à la société. Oui. C'est moins de dépression, c'est moins de, c'est des gens qui sont moins absents au travail parce qu'ils ne sont pas en complète dépression. Ouais. Voilà. Oui, c'est plus de bonheur dans une société collectiviste. Exactement. La société collectiviste et de bonheur, d'un point de vue strictement budgétaire, coûte beaucoup moins cher à la société. Voilà. Je reviens... la dépression, la pauvreté, ça coûte cher en fait. Ouais. J'ai encore 2 dernières questions. Je reviens sur les états généraux que tu as menés donc, ce mardi 16 juin à l'Assemblée nationale. Donc, on a vu quelques photos, on a interviewé quelques gérants de sociétés, quelques syndicalistes aussi. Est-ce que tu peux nous faire le récit un peu de cette journée où étaient présents notamment Jean-Luc Mélenchon, mais aussi Manuel Bompard? Voilà, il y avait Jean-Luc Mélenchon, Manuel Bompard, Mathilde Panot, et je les remercie beaucoup, et mes collègues parlementaires. Spéciale dédicace à Elisa Martin qui a été là pendant toute cette commission qui m'a énormément aidée. Donc, je veux dire d'abord que c'est un travail d'équipe. Jean-Luc Mélenchon parle beaucoup de l'équipe. C'est vraiment un travail d'équipe qu'on a mené avec cette volonté d'aller chercher un thème que personne ne connaissait. Je veux dire, c'est pas facile de rentrer dans une commission d'enquête sur un sujet qui n'a jamais été mis sur la table. Jamais, publiquement, quasiment. Sauf dans des petites niches, quoi. D'accord ? Donc, c'est vraiment toute l'équipe qui s'y est mise. Et merci pour la confiance, d'ailleurs, de la part du groupe parlementaire et de Mathilde Panot, qui se sont dit, voilà, il faut qu'on y aille, quoi. C'est un sujet important. Et finalement, nous sommes les vrais ennemis de la finance, quand l'autre, c'était une imposture. Oui, du flanc, oui. Voilà, du flanc. Voilà. Du coup, je ne sais plus la question. La question, c'était, est-ce que tu pouvais donner quelques passages qui t'ont particulièrement marqué dans ces états généraux, par exemple l'intervention d'un chef d'entreprise. Est-ce que tu peux nous faire un peu le récit en quelques minutes? Alors, en fait, c'était éprouvant, j'avoue. Éprouvant, absolument hallucinant et éprouvant. Parce que, d'abord, je crois que ce qui m'a le plus marqué, ce sont les salariés femmes de Timtex qui sont venus, qui a été une boîte qui a été saccagée et mise en faillite en quelques mois par le fonds vautour allemand Mutares, qui sont venus témoigner. Et qu'on racontait comment Mutares, ce fonds vautour allemand, avait profité de la détresse des salariés qui ne comprenaient pas, mais aussi du fait qu'une grande partie des salariés ne comprenaient pas bien le français, parfois, et avaient besoin de traduction. C'était le cas de certaines familles, et c'était des ouvriers qui étaient là depuis des années, et qui font que la boîte allait bien à l'époque, et qui ont donné leur vie, une partie de leur vie à cette boîte.
et des personnes souvent issues de l'immigration et qui étaient des travailleurs absolument essentiels. Mais elle racontait à quel point la direction Mutares a profité de cette situation, n'a jamais mis, faisait exprès finalement, faisait exprès de n'avoir aucune traduction de ce qui. Oui, pour les laisser dans l'ignorance des actes malveillants du fond, quoi. Exactement. Bon, ça, c'est peut-être ce qui m'a le plus marqué. Mais ce qui était le plus marquant, c'est chaque fois que quelqu'un parlait à une victime de fonds prédateurs, vous aviez tout le monde dans la salle qui disait oh, mais c'est pareil chez moi. Ouais. Il sait ah mais oui, ah bah d'accord. Ah donc c'était un moment en fait où enfin pour la première fois, des victimes ont pu se croiser et se reconnaître entre elles. C'est la première fois qu'elles étaient réunies. C'est la première fois que quelqu'un de la paire se rendait compte qu'en fait à Teamtex, il s'était passé la même chose avec Mutares. Valor, Bordeaux, il y avait des gens d'Atos, des gens de Kemwan, des gens de Serba. D'Erastil qui ont essayé, ils sont licenciés, c'est affreux. Enfin, tous ces gens-là se sont dit mais en fait il s'est passé la même chose dans toutes ces boîtes, nous sommes tous victimes. Et peut-être ce qui m'a le plus marqué aussi, c'est à la fin quand ils sont venus me voir, ils m'ont dit putain merci parce que là on se rend compte qu'on n'est pas seul, quoi. Voilà. Maintenant c'est sûr que ils mettent en nous un espoir considérable, quoi. C'est-à-dire que c'est soit nous, soit la situation va pas s'arranger, quoi, et même s'empirer. Parce qu'il ne faut pas croire, l'extrême droite et particulièrement Bardella, ce sont les amis de cette finance-là aussi. Tout à fait. Jordan Monaco, comme on l'appelle sur les réseaux, Monaco, qui préfère dîner avec les grands patrons, Pouyanné y compris, plutôt que d'avoir des propositions. Donc sociales. Évidemment, il y a un espoir mis en nous qui est exceptionnel. Maintenant, je veux aussi dire que ces salariés, c'est grâce à eux d'abord que la commission d'enquête a pu se faire, parce que sans leur témoignage, il n'y aurait rien eu. Et beaucoup ont eu du courage, parce que en fait, ces fonds prédateurs, par ailleurs, pour extraire un maximum de la valeur créée par les travailleurs, en fait, ils mettent une forme de terreur sur les salariés. Vraiment de la terreur. C'est-à-dire que, par exemple, à l'usine Valdune, aucun représentant de salariés n'a voulu témoigner. Mais parce qu'ils ont peur, évidemment, je les comprends. Il faut savoir qu'aux Forges de Tarbes, il y a une élue, une responsable syndicale qui a été licenciée. Et là, par exemple, aux Forges de Tarbes, hier, ils ont publié une lettre dénonçant le fonds vautour Alpha Blue Océan, d'accord, et Europlasma, donc leur direction. Ils l'ont fait de manière anonyme. C'est marqué « les salariés des Forges de Tarbes anonymes ». Ils ne veulent pas donner leur nom, ils disent parce que nous craignons les licenciements. Oui, parce que ça a déjà eu lieu et qu'ils savent qu'ils sont menacés immédiatement. Bien sûr. Donc celles et ceux qui sont venus... Il y a une omerta, en fait. En tout cas, les directions, appuyées par les fonds d'investissement, imposent une omerta terrible. Et donc, ceux qui ont été auditionnés, ce sont des représentants syndicaux, parce qu'ils sont un tout petit peu plus protégés, mais vraiment un petit peu. Mais ils ont eu du courage, quoi. Voilà. Et puis, ils comprennent, en tout cas, c'est ce qu'on a entendu à travers les interviews de l'Insoumission, que 2027 est l'espoir de renverser la table, de se débarrasser de ces fonds vautours et de les désarmer pour avoir une nouvelle société collectiviste fondée sur les besoins. Et ça, je crois que c'était un des objectifs de la commission d'enquête. Bon, c'est montrer et mettre en avant le fait que nous sommes du côté de la production contre la finance. C'est deux aussi, consolider nos liens avec tous ces collectifs de salariés dans les boîtes qui pourraient être convertis, mais qui sont saccagés par la finance. Et vraiment, on a créé des liens exceptionnels avec... Et là, tous les jours, je suis contactée par des lanceurs d'alerte, par des salariés d'autres boîtes qui me disent « Ah, mais nous aussi, il faut venir nous voir, etc. » J'en profite pour te poser ma dernière question. Tu as annoncé l'organisation d'un Tour de France des salariés qui sont victimes de ces fonds prédateurs. Et donc, quand est-ce qu'il commence et quelles sont les prochaines étapes? Est-ce que l'Insoumission est invitée? Demain, et l'Insoumission est vraiment bienvenue. Demain, ça commence aux Fonderies de Bretagne. C'est les salariés qui m'ont invité. Donc, c'est organisé par les salariés de la Fonderie de Bretagne. Et je vais, du coup, leur présenter mon rapport. Et il y a une manifestation également, parce que c'est des centaines de salariés qui risquent d'être licenciés du jour au lendemain. Avec là, pareil, le même fonds vautour Alpha Blue Océan qui les détruit. Jeudi prochain, je vais à Kemwan, vers Lyon.
sidérurgie. Après, je vais aller à Valor, à Bordeaux, dans l'industrie automobile, là aussi mangé par le fonds allemand Mutares. Chem1, c'est le fonds américain Apollo. Donc, je vous fais un peu le tour. Je vais aller à Atos, mangé par des fonds spéculatifs étrangers. Je compte aller à Timtex, vers Lyon, là aussi, mangé par le fonds allemand Mutares, à Lapper, mangé par le fonds allemand Mutares. Voilà, puis j'en ai oublié. Et puis ce tour peut se prolonger au fur et à mesure des témoignages, des alertes que tu reçois. Ce que tu as dit à l'instant, que tu reçois tous les jours de nouvelles alertes. Exactement. Donc ça signifie que c'est un tour infini en fait. C'est pas fini du tout, parce que même pendant ma commission d'enquête, il y a Polytechnil par exemple, une usine leader mondiale des polyamides en chimie qui a été bouffée par un fonds américain et vraiment pillée par un fonds vautour pendant la commission d'enquête. Donc en fait, c'est sans fin. Et d'ailleurs, pendant les états généraux des victimes de fonds prédateurs, il y a M. Perren qui est arrivé, et un responsable syndical CGT, qui a dit « Ah ben, mais il y a Sanofi aussi ». J'étais « Ah bah ouais, voilà, on n'a pas eu le temps de tout faire ». Ouais, le travail doit se poursuivre. Ouais. Voilà, en fait, comme c'est tellement massif. Bien sûr. Et je veux juste finir là-dessus, il faut se rendre compte qu'en fait, depuis la crise de 2008, comme les banques ont été un tout petit peu régulées, du coup, il y a eu un report de la finance et des grandes fortunes vers ce shadow banking, vers cette finance qui est une finance Far West, où il n'y a aucune règle. Ils font ce qu'ils veulent, il n'y a pas de garde-fou. Et cette finance Far West, ce shadow banking, c'est maintenant plus de la moitié des actifs financiers mondiaux. C'est-à-dire que le monde de la banque est devenu has-been. Maintenant, c'est cette finance Far West qui permet de dégager 15% de rentabilité pour les grandes fortunes. Et c'est 220 000 milliards d'actifs financiers dans le monde. C'est juste... Enfin, on ne peut même pas se rendre compte de ce que c'est. Voilà. Et donc, c'est aujourd'hui vraiment une cible vraiment extrêmement importante pour nous. Et je veux dire ça, c'est qu'on en revient à nos fondamentaux. La finance contre la production, la finance contre la vie, c'est ça contre lequel on doit se battre. Et c'est le cœur même de la gauche. Celui qu'a abandonné François Hollande, qui se disait l'ennemi de la finance. Aurélie, on arrive vers la fin de cet entretien. Est-ce que tu as un dernier mot à dire aux spectateurs de l'Insoumission ? Je ne sais pas quoi dire. Mélenchon 2027 ? Oui, alors si, je sais. Effectivement, il nous reste 10 mois pour gagner. On va gagner. Et vraiment, je crois que cette commission... Enfin, faut comprendre que j'ai rencontré tellement de gens en immense détresse qui ont mis tellement d'espoir en nous. Et on a une immense responsabilité, nous, militants de la France Insoumise, pour ceux qui nous écoutent et qui sont militants, on a une immense responsabilité. On doit gagner pour tous ces gens-là. Enfin, j'en ai une larme aux yeux, quoi. Enfin, je me dis... il y a quelques jours, on a voté la nationalisation d'ArcelorMittal, mais honnêtement, elle ne sera mise en œuvre que si nous arrivons au pouvoir. Et ça se joue là dans les mois à venir. Si on ne gagne pas, ArcelorMittal, c'est fini. Voilà. Et donc, c'est 15 000 emplois menacés. Voilà, et moi, c'est ça qui me porte, c'est ça qui doit nous porter, c'est tous ces gens, et ils sont des millions, dont la vie est menacée, dont le travail est menacé si nous n'arrivons pas au pouvoir. Voilà, et donc, vraiment, on doit tous se dire ça tous les jours. Je sais que c'est dur de militer en dehors de son boulot, je sais ce que c'est d'être militant bénévole. Mais vraiment, je dis à chacun, ça vaut le coup. Un autre monde est possible. Merci beaucoup Aurélie Trouvé d'avoir accepté l'invitation de l'Insoumission. Restez connectés au réseau de l'Insoumission et abonnez-vous sur notre site, notre page Facebook, Twitter, TikTok et Instagram. Merci beaucoup.